Vous savez, on a tous un ou une cinéaste qu'on adore par ses films, par ses thématiques, par le choix de ses sujets, ou même par sa manière de mettre en scène. Mais on oublie souvent que ce cinéaste a lui aussi des réalisateurs ou des réalisatrices préférés, des films qu'il adore, et bien souvent, se pencher sur son top 10, c'est une excellente manière de mettre en lumière certains sujets, certaines spécificités de sa filmo. Parce que voilà, de David Lynch à François Truffaut, de Christopher Nolan à Kiyoshi Kurosawa, la grande majorité des cinéastes qui sont reconnus et célébrés à travers le monde, c'est avant tout aussi des cinéphiles. Et ils ont des goûts très très tranchés pour des films qui ont, que ce soit consciemment ou même inconsciemment, largement influencé leur filmo. Il y a quelques semaines, on avait étudié le top 10 de Martin Scorsese, et il y avait du très très lourd. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se pencher sur quelqu'un d'encore plus lourd pour découvrir un peu les films qu'il adore, son top 10 en fait, et croyez-moi, vous allez être surpris, parce que moi-même, je m'attendais vraiment pas à ça. On va découvrir le top 10 de Stanley Kubrick. Bon alors Stanley Kubrick, il a un cinéma qui est tellement fort, un cinéma qui n'appartient tellement qu'à lui, qu'on aurait pu un petit peu penser, à tort, que son top allait être constitué de films un peu lent, un peu froid, un peu atmosphérique, parce que ça c'est un peu le cliché que certains ont de son cinéma, même si clairement j'ai du mal à comprendre en quoi Dr Strangelove ou Orange Mécanique sont des films froids, mais bref, passons. Et vous allez voir que dans le top de Stanley Kubrick, les amis, il y a vraiment de tout, de tous les genres, de tous les pays, de toutes les époques, et c'est parfois loin d'être des films qu'on aurait imaginé caler ici quoi en fait. Je vais pas pouvoir m'attarder hyper longtemps sur chaque film, donc j'ai préféré parler des 10 films en question, mais m'attarder sur 2 ou 3 qui me semblent particulièrement intéressants dans la filmo de Kubrick, et dans le lien qu'il développe avec ce film-là. Et ce top 10, il est basé sur une liste que Stanley Kubrick a communiquée en 1963, puis à laquelle il a apporté des modifications au fur et à mesure des sorties. Donc il y a des films qui sont sortis bien après 63, qui se retrouvent dans ce top, vous allez voir. Pour commencer, en 10e position, Kubrick nous cale un film qui s'appelle Bob le Flambeur. Voici, tel qu'on vous la racontera à Montmartre, la très curieuse histoire de... Bob le Flambeur, c'est un film réalisé quand même par un beau patron, puisque c'est réalisé par Jean-Pierre Melville, un film du début de la carrière de Jean-Pierre Melville en fait. C'est donc un film noir français, qui se passe principalement dans un Paris à l'atmosphère plutôt brumeuse, où on va suivre Bob. Bob qui est une figure classique du film noir, on parle d'un ancien truand qui est repenti, un mec qui est accro au jeu et qui se ruine dans les bars de Montmartre, et alors qu'il rencontre une jeune femme qui s'apprête à se prostituer pour survivre, Bob se dit qu'il tenterait bien quand même un dernier coup et projette de cambrioler un casino. Voilà, alors j'en dis pas plus, mais je pense que vous voyez bien que Bob le Flambeur reprend quand même déjà pas mal de codes du film noir américain et qu'il les transpose dans notre beau pays. Et le résultat, il est particulièrement intéressant. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un film qui est souvent considéré comme étant un peu précurseur de la nouvelle vague française, donc des Godard, des Truffaut, des Rohmer, etc. Bon, c'est considéré comme ça parce qu'il y a beaucoup de caméra épaules, qu'il y a un jump cut par-ci par-là. Bon, pour moi, c'est pas ça vraiment l'intérêt du film. L'intérêt, c'est vraiment cette mise en scène qui est magnifique, cette photographie hyper contrastée, avec franchement notamment des lumières qui sont quand même à tomber. Je pense que vous le voyez bien aux images. Et puis voilà, cette représentation d'un Paris fantasmé qui est filmé avec énormément de mélancolie. En même temps, vu les personnages qui sont filmés, c'est plutôt assez cohérent. Et c'est vraiment assez merveilleux à redécouvrir, je trouve. Franchement, le film se permet quelques séquences d'action qui sont d'ailleurs plutôt bien rythmées et très bien montées. Mais c'est quand même avant tout une merveille d'atmosphère. Je m'y attarde pas parce qu'il y a beaucoup de films dont je vais devoir parler. Mais Bob le Flambeur, si les images vous ont plu, foncez parce que c'est très fort. On dirait que tu te fiches de tout. Tu n'aimes rien dans la vie. Tu crois ça? Te moque pas. Tu vois pas comme je t'aime? Personne ne t'y oblige. En 9e position, et c'est la première surprise de Stop, on va dire, c'est un film qui est réalisé par Neil Jordan. Neil Jordan, c'est notamment le mec que vous connaissez sans doute puisqu'il a réalisé Entretien avec un vampire, et il est connu aussi pour un autre film, alors que j'adore, mais que j'aurais pas forcément envisagé dans un top 10 de Stanley Kubrick,
Un film qui s'appelle La Compagnie des loups. On est sur un film fantastique / horrifique avec des loups-garous où on va suivre une adolescente qui est, percée, un petit peu éduquée avec les légendes que lui raconte sa grand-mère. Et dans ses rêves, elle s'évade dans une sorte de village médiéval où règnent des loups-garous. Je reste volontairement flou sur le déroulé narratif. Et La Compagnie des loups, oui, alors c'est effectivement un excellent film. Et ce qui a vraiment séduit Stanley Kubrick dans ce film, c'est la direction artistique. Et effectivement, je le comprends, parce que c'est vraiment un film qui ne ressemble à rien de connu, que ce soit dans ses décors ou dans ses costumes. Franchement, l'ambiance de conte fantastique parfaitement reconstituée. Et puis on a un Neil Jordan, mais qui s'éclate à la mise en scène, qui s'éclate à varier les dispositifs, à varier les situations. Il va promener sa caméra partout, il se permet même des séquences franchement marquantes. Moi je pense notamment aux transformations en loup, ou même à plusieurs séquences horrifiques. C'est quand même très efficace. Et on savait que Neil Jordan, c'était quand même au moins un très bon cinéaste. Ça se confirme ici, mais en fait, il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, dans La Compagnie des loups, et c'est pour ça que je m'y attarde un peu, c'est vraiment l'intelligence dans le traitement de la morale du conte et dans le traitement de la mythologie du loup-garou. So back through the forest, she ran and ran. The well and the village from whence she came. Bon alors, Entretien avec un vampire, c'est souvent considéré comme étant l'un des meilleurs films sur les vampires en vrai, et c'est pas déconnant, je suis assez d'accord avec cet état de fait. Et pour moi, La Compagnie des loups peut en dire presque autant sur les loups-garous. En fait, je vois pas vraiment de film de loups-garous qui se donne autant les moyens de ses ambitions, à part peut-être Ginger Snap, dont on va parler prochainement sur Intercut d'ailleurs. Mais là, on est vraiment sur un vrai conte sombre, labyrinthique, qui revisite explicitement plusieurs contes que vous reconnaîtrez, mais bon, clairement, le premier que vous allez voir, c'est immédiatement Le Petit Chaperon Rouge, évidemment, mais qui s'attarde aussi sur toute la symbolique du loup, qui en embrasse la dualité bestiale, qui embrasse la tentation quasi érotique qu'il exerce sur notre adolescente. Il y a une vraie exploration freudienne du mythe, tout en restant en permanence sur un film magnifique et très très divertissant, mais juste qui ne prend pas son spectateur pour un con et qui a vraiment un vrai discours sur son sujet, quoi. C'est un film qui est quand même absolument unique, c'est un grand film pour moi, et c'est pour ça que je voulais en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. I'll make a bet with you. I bet you anything you like that I get to your granny's house before you do. How? On va passer à la 8e position, et les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts. J'ai eu un petit peu de mal à le croire, mais effectivement, après plusieurs recherches, c'est le 8e film dans la position du top 10 de Stanley Kubrick. Vous savez, Kubrick, ce grand cinéaste au lent travelling atmosphérique, cet homme qui te cale 30 minutes d'expérimental en plein film de science-fiction, ce perfectionniste à l'extrême, quasi tyran sur son tournage, et en 8e position, il va te caler White Men Can't Jump. You keep asking me what I am, don't you know I'm president? White Men Can Jump, c'est une comédie sur le basket avec Woody Harrelson. Une comédie on ne peut plus représentative de la comédie américaine des années 90. Et alors, écoutez-moi bien, enfin moi je l'ai découvert pour cette chronique, ce film, et effectivement, c'est un film qui est drôle, c'est même un petit classique des années 90, avec notamment Woody Harrelson qui en fait des caisses, et ça ne se refuse pas. Et donc c'est rythmé, c'est un film amusant, le basket c'est un sport qui est extrêmement cinématographique, et le film profite bien de ça pour livrer des belles séquences sportives. Ça a même une belle petite intelligence, puisqu'en fait, deux films de comédie / sport entre guillemets, le film va ensuite progressivement aller vers un buddy movie. On va suivre un duo de personnages qui a franchement une excellente alchimie et qui porte tout le film. Franchement, j'ai passé un bon moment, ouais, j'ai passé une bonne soirée, et je vous encourage à le découvrir si on est dimanche soir, t'as un pack de bière dispo, tu lances White Man Can Jump, tu t'amuses, hein. Mais je vais quand même passer rapidement sur White Man Can Jump, je veux pas m'y attarder 10 minutes, parce qu'on a du très très lourd qui arrive, mais voilà, faut se dire que ce film est le 8e film de l'histoire du cinéma préféré de Stanley Kubrick. C'est assez improbable de penser ça, et pourtant, c'est le cas. I missed this shot, I'll walk away, I'm still a chump. Go ahead and walk away. But you miss, and you've been beat, well, not once, but
twice. Et en 7ème position, c'est pareil, alors je n'y attendais pas tant que ça. Finalement, ça a quand même pas mal de sens quand on y réfléchit, puisque c'est quand même un des grands monuments de son genre, mais vous allez commencer à vous dire que Tonton Kubrick a peut-être des goûts un peu mainstream, en tout cas des films moins obscurs que ceux qu'on a étudiés avec Martin Scorsese, bref. En 7ème position, l'ami Kubrick va nous caler Le Silence des agneaux. You won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lamb. Bon alors tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit sur le silence des agneaux, et en fait, oui voilà, comme je l'ai dit, après réflexion, je suis pas trop étonné que le film ait été adoré par Kubrick. Ce classique du thriller psychologique et horrifique, il est tellement élégant dans sa mise en scène, et s'il faut souligner la force du personnage d'Anthony Hopkins, donc Hannibal, évidemment, avec son charisme énorme et sa capacité à planer sur l'ensemble du film, tout en n'ayant finalement que quelques séquences, Mais ce que Kubrick semble avoir encore plus adoré, et je le rejoins absolument sur ce point, pour moi c'est la grande force du film, c'est le personnage de Jodie Foster. Sa fragilité qui est à peine visible, son assurance exacerbée mais absolument nécessaire pour survivre dans un milieu qui est très masculin. Il y a une vraie intelligence dans la caractérisation de ce personnage et de la manière dont elle s'inscrit dans son milieu. Et cette intelligence dans l'écriture, on la retrouve aussi vraiment dans la réalisation, vraiment très réfléchie. Non, Le Silence des agneaux, il l'impressionne par la froideur de son récit, par l'exploration qu'il fait des traumas et par son approche très psychologique du tueur en série. Mais bon, comme je l'ai dit, presque tout a déjà été écrit sur ce film, je vais pas vous faire l'affront de vous décrire pendant 10 minutes Le Silence des agneaux. On passe au numéro 6. Amputate a man's leg and he can still feel it tickling. Tell me, Mom. When your little girl is on the slab, where will it tickle you? Le numéro 6, c'est un film de Antonioni, dont on avait déjà parlé dans le top 10 de Martin Scorsese. On avait parlé de l'Avventura, qui est loin d'être le Antonioni que je préfère. Et par contre, le film de Antonioni que Kubrick nous cale ici, vous allez voir, ça a énormément de sens déjà. Et puis c'est un film que vraiment moi j'adore. C'est un film qui s'appelle La Nuit. Alors je vais vous lire le synopsis, vous allez me dire si ça vous rappelle un truc. L'amour entre Lydia et Giovanni, c'est un amour qui a l'agonie. C'est un couple qui s'emmerde, c'est un couple qui s'ennuie, qui se lasse l'un de l'autre, qui est sujet à des pulsions pour des personnes extérieures. Et bref, après une nuit où ce couple va se faire du mal, où il va se séparer et passer la nuit chacun de son côté en allant de rencontre en rencontre et de séduction en séduction, et les deux personnages se retrouveront pour une ultime étreinte et pour voir si leur couple vaut finalement le coup d'être sauvé. Est-ce que ça vous rappellerait pas complètement Eyes Wide Shut, ça? C'est exactement dans la thématique, dans le sujet et dans presque le traitement, c'est exactement Eyes Wide Shut. Comme dans le film de Kubrick, la nuit s'étale sur un laps de temps très court où les personnages, déambulent dans les rues de Milan. C'est des personnages qui sont frustrés, c'est des personnages qui sont juste blessés par la fin de l'amour en fait. Et La Nuit, les amis, mais c'est une merveille de cinéma. C'est un film qui reste assez contemplatif, mais qui est en permanence plongé dans un onirisme magnifique. Franchement, c'est un film qui m'avait envoûté comme rarement, et en même temps, c'est un sujet qui s'y prête, parce que c'est un sujet qui est absolument universel. C'est des thématiques auxquelles on a tous été confrontés une fois dans notre vie, et c'est des thématiques qui parlent à globalement tout être humain, mec comme meuf. Et ici, c'est traité avec une sorte de violence morale impitoyable qui en fait une œuvre extrêmement marquante. Et le scénario se passe de grandes leçons, de grands monologues, de grands discours. En fait, juste Antonioni a suffisamment confiance dans sa mise en scène pour ne pas avoir besoin de mots. En filmant un visage, en filmant un corps, il montre le naufrage qui est en train de s'emparer du personnage. Et voilà, on comprend parfaitement ce que La Nuit vient faire dans un top de Stanley Kubrick. C'est totalement le genre de film que je m'attendais à voir là, plus que White Man Can Jump, je vais pas vous mentir. Dire che mi vuoi ancora bene. No, è soltanto pietà. En 5e place, vous savez que Kubrick était très fan de la pièce Henri V de Shakespeare, et il y avait une version de 1944 qui avait été réalisée, tirée de cette pièce, qui avait été réalisée par Laurence Olivier, que Stanley Kubrick adorait, vraiment il la plaçait très haut, mais quand il a découvert la version plus moderne et surtout ultra oscarisée de Kenneth Branagh, vous pouvez m'insulter sur la prononciation sans aucun problème, régalez-vous, il a trouvé cette version encore plus puissante et l'a classée en 5e position du coup de ses films favoris.
Et Henri V, j'en ai déjà parlé sur Intercut, c'est vraiment une fresque monumentale, au casting et à la direction artistique impeccable, mais voilà, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé, j'ai consacré plusieurs minutes dans un épisode précédent, donc je vais pas m'y attarder, surtout qu'il y a encore 5 films dont on doit parler, juste, si vous aimez les images, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce film, c'est une grande tragédie humaine, pas si éloignée que ça d'un Barry Lyndon, j'ai envie de dire, et c'est vraiment un must-see du cinéma américain. Ok, alors 4e position les amis, au pied du podium, Kubrick nous place ce qui est sans doute un de mes films préférés, voire presque un de mes films d'enfance, vraiment, je l'ai dévoré en VHS, un film magnifique, un film génial d'aventure qui s'appelle Le Trésor de la Sierra Madre. Je pourrais faire une vidéo de 20 minutes exclusivement sur le Trésor de la Sierra Madre. Et vous savez quoi? La raison pour laquelle je vais pas m'y attarder plus que ça, c'est qu'en fait, je vais le faire. Je vais bientôt parler du Trésor de la Sierra Madre dans une vidéo dédiée sur Intercut, qui sera consacrée entièrement à ce film, donc je garde des petites choses en réserve. Sachez qu'on est sur un film d'aventure qui est juste formidable, dans lequel John Huston, donc un de mes cinéastes préférés, injecte une bonne grosse dose de morale et d'interrogation sur la nature même de l'être humain, sans jamais oublier d'être un pur film d'aventure divertissant, qui a été ultra influent dans le cinéma, mais je veux dire de Kubrick à Indiana Jones en fait. La grande majorité des films d'aventure qu'on connaît doivent énormément au Trésor de la Sierra Madre, qui doit elle-même beaucoup au grand western classique. Et c'est comme quand Kubrick fait un film de guerre ou un film d'époque, en fait il se sert des codes pour presque faire une psychanalyse de ses personnages et de l'humanité entière, en enrobant son film des codes d'un genre qu'il pirate. Ici, John Huston il fait un petit peu pareil. Il nous lâche un film d'aventure hyper rythmé, avec un casting impeccable, où on va suivre des chercheurs d'or qui se perdent dans l'immensité de la Sierra Madre. Et évidemment, dès qu'ils vont trouver de l'or, la nature un petit peu perverse et égoïste de l'homme va prendre le dessus, et j'en dis pas plus, mais vraiment, quiconque recherche un excellent divertissement, mais un pur divertissement américain, qui mêle western et aventure, sera comblé, et quiconque veut aller plus loin, veut aller au bout des choses et veut vraiment analyser la mise en scène de John Huston et ses thématiques, peut le faire aussi, puisque c'est un film sur lequel chaque cadre et chaque mouvement de caméra doit être discuté et analysé tellement il est fort en fait. Et sans mentir, Le Trésor de la Sierra Madre, c'est potentiellement un des films qui m'a le plus marqué de ma jeunesse et encore aujourd'hui. Mais le rendez-vous est pris, bientôt, on va parler de ce film dans une vidéo dédiée sur Intercut, soyez là. Troisième film, on va se découvrir que en fait, tonton Kubrick est peut-être en fait un petit normie et qu'il a décidé de commencer son podium par un film qui est à peu près dans n'importe quelle liste de n'importe quel étudiant en cinéma de fac à Lyon 2, excellente université soit dit en passant, j'ai nommé Citizen Kane. Bon alors, Citizen Kane, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur Citizen Kane? C'est un des plus grands classiques de l'histoire, réalisé par le génial Orson Welles, un film d'une modernité hallucinante, je veux dire, vous voyez ces images, je pense que vous les connaissiez même déjà avant, mais regardez la puissance et la modernité de la mise en scène pour un film qui est sorti il y a plus de 80 ans, et c'est encore une fois un film que je peux complètement avoir tendance à rapprocher d'un Barry Lyndon, puisque pour moi, il y a un peu le même regard posé sur les personnages. Citizen Kane nous parle d'un milliardaire dont on va retracer toute la vie de manière totalement rétrospective jusqu'à découvrir ses failles et son aspect tyrannique mégalomane qui l'a finalement amené à mourir en étant bien seul. Je trouve qu'on retrouve pas mal de ça dans Barry Lyndon et dans la fresque du personnage qu'est Barry Lyndon, et il y a même certaines personnes qui disaient que Kubrick s'inspirerait du Citizen Kane de Orson Welles pour l'écriture du personnage de Napoléon, donc le film qu'il a jamais vraiment réussi à faire. Citizen Kane, bon, l'un des films les plus influents du cinéma, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Je vais passer rapidement sur Citizen Kane, vous connaissez déjà tous ce film.
Bon alors les amis, en deuxième position, une merveille. Une merveille qui est aussi dans mon top. Enfin d'ailleurs, c'est plutôt flatteur de voir que je partage autant de points communs avec Stanley Kubrick, si ce n'est le fait d'avoir du talent. En tout cas, c'est un film qui a vraiment été une énorme claque au visionnage. En même temps, c'est aussi réalisé par un cinéaste que j'aime beaucoup, dont j'ai rarement parlé sur Intercut, mine de rien, c'est dommage. Un chef-d'œuvre réalisé par Ingmar Bergman, un film qui s'appelle Les Fraises Sauvages. Alors, les fraises sauvages, et vous allez voir, les fraises sauvages, les amis, commence à y avoir quand même des sujets et des thématiques qui émergent et qu'on retrouve souvent dans les films de Kubrick. On commence à se dire que dans le top 10 de Kubrick, il y a quand même des liens qui se font, notamment sur sur ces personnages qu'on redécouvre rétrospectivement et qui semblent en fait bien plus faillibles qu'ils ne le laissent paraître. Les fraises sauvages va nous faire suivre un docteur qui est ultra reconnu par ses pairs et qui, à la fin de sa vie, se rend à une cérémonie de célébration en son honneur. Et sur le trajet pour s'y rendre, il va rentrer dans une sorte d'introspection et on va être le témoin de tous les souvenirs, toutes les expériences et toutes les rencontres qu'il a eues dans sa vie et qui ont fait de lui l'homme un peu vieux con solitaire qu'il est aujourd'hui. Et c'est un film dont l'aspect et le traitement m'a un peu rappelé 8,5 dont on a parlé dans le top de Martin Scorsese aussi, parce qu'en fait le film va reprendre cet aspect presque éclaté au montage, cet aspect succession de bribes, de souvenirs, de quasi-songes, de quasi... Et là où c'est fort, c'est qu'à partir de l'introspection d'un homme, ça va clairement nous parler à nous tous. Je veux dire, je pense que c'est des thématiques, c'est un questionnement, c'est quelque chose auquel on s'est tous déjà identifié. Cette question du « ok, j'en suis là maintenant dans ma vie, est-ce que je suis l'homme que j'étais censé être? Est-ce que j'ai réussi ce que je devais réussir ?» Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très très universel. Et là où c'est fort, c'est que Bergman va nous placer beaucoup de sensoriel. Sa mise en scène est très intime, très planante, mais surtout très loin d'être fixe ou d'être froide. Je veux dire, quand t'adoptes cette espèce de structure de rêve éveillé, ça devient directement très ludique et ça permet surtout au spectateur de plonger ses obsessions, ses propres thématiques, ses propres angoisses dans ton film. Bergman le sait. Et c'était exactement la forme qu'il fallait utiliser pour les fraises sauvages. Je pense de toute façon que personne n'a compris la tragédie de l'être humain et la tragédie absolue de la vieillesse que Ingmar Bergman. Cette angoisse totale de partir avec des regrets, c'est quand même très fort comme sujet. Et c'est des sujets qui hantent un petit peu toute la filmographie aussi de Stanley Kubrick. Enfin, tous les personnages de Stanley Kubrick sont hantés par ces obsessions. Pas du tout tombé sur un film difficile ou hermétique ou même compliqué à voir. Pour moi, c'est même une belle porte d'entrée à la puissance évocatrice que peut avoir le cinéma de Bergman. Et je vous conseille clairement de foncer sur les fraises sauvages. C'est le grand moment. Quel est le film préféré de l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma? Quel est le film préféré de Stanley Kubrick? Quel est le film préféré de ce réalisateur qui est lui-même le réalisateur préféré de pas mal de tes réals préférés? Et les gars, c'est un film italien. C'est un film réalisé par le grand maître Federico Fellini, donc le réalisateur de 8,5, qui nous cale ici un film qui s'appelle Les Vintelloni. Alors, les Vintelloni, les amis, on va suivre un groupe de 5 amis d'une trentaine d'années qui traînent un petit peu sans but dans les rues désertes à la fin de l'été. Et c'est des petits voyous, c'est des petits délinquants qui cherchent à ne jamais grandir, qui sont complètement irresponsables et qui veulent juste s'amuser sans conséquence en enchaînant conneries sur conneries. Et, petite erreur de montage, excusez-moi. Non, mais voilà. Clairement, il y a un petit délire Orange Mécanique dans tout ça. Et Les Vintelloni, c'est un film qui est, alors vraiment, premier gros point fort, c'est un film qui est bourré d'énergie. Mais je pense que vous ne voyez rien qu'aux images, et de toute façon, c'est quelque chose qui est très représentatif de la mise en scène de Fellini. C'est-à-dire que la mise en scène de Fellini, elle est toujours hyper mobile, elle est d'une précision mais chirurgicale, quasiment musicale en fait. C'est une mise en scène qui cherche toujours à te surprendre, qui repose sur des mouvements de caméra assez impressionnants et même sur un montage qui est énergique,
très énergique, et c'est le cas du film Les Vitelloni, mais du début à la fin. Je veux dire, les plans sont quand même assez impressionnants, et on est vraiment sur une ode à l'insouciance qui, sur le papier, est un film qui a quand même pas mal d'humour, un film qui semble assez estival, avec des scènes de fête qui n'en finissent pas. C'est un film dont la profondeur tragique et devient vraiment magistral, superbe. Et voilà, ce groupe de paumés un peu pathétiques qui vivent dans un monde en mouvement perpétuel et qui sont bloqués, ils le savent. Et ils se tirent vers le bas. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup, mais j'adore les teen movies. Bon, même si là, on parle de personnes qui ont plutôt 30 ans, mais en vrai, dans leur comportement, c'est clairement des adolescents. Et je trouve que franchement, personne ne filme mieux l'ennui adolescent que Fellini. De toute façon, voilà. Ceux qui connaissent assez peu le cinéma de Fellini, je pense que c'est le genre d'image qui vous donne envie d'y aller. C'est un cinéma qui est vraiment hyper chaleureux, hyper dynamique, hyper fort symboliquement, mais jamais ennuyant. Je pense vraiment que c'est impossible de s'ennuyer devant un film de Fellini, tant ça ruisselle d'énergie et de créativité et d'ingéniosité. C'est une énorme claque de cinéma et je suis ravi que ce soit aussi le film préféré de Stanley Kubrick. Tant que je peux parler de Fellini, moi je suis content. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je me régale à faire ce format. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des cinéastes, vous aimeriez qu'on explore un petit peu le top et la filmographie, dites-le en commentaire. Hein. Franchement, moi, vous savez, je lis tous les commentaires, donc je peux aussi m'en inspirer. Mais quoi qu'il arrive, il y aura de toute façon d'autres vidéos de ce format-là. Franchement, je me régale à le faire. On a un petit Tipeee pour ceux qui veulent et peuvent soutenir la chaîne. Franchement, vous savez que c'est hyper important. YouTube devient mon activité principale. Enfin, en tout cas, c'est une activité à plein temps. Et c'est vrai que n'importe quel petit soutien pour la chaîne me permet de sortir un peu de l'angoisse de l'algorithme. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rien rater. On sort 2 vidéos par semaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.